C'est parti pour 16 km jusqu'à Monte do Gozo. Et ensuite, demain, il nous restera 4 km et demi à faire. Bon, aujourd'hui, on part tard. Toute la meute est partie jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et tout le monde va arriver en même temps sur les coups de 11 heures, entre 11 heures et 2 heures de l'après-midi. Et nous, on a choisi de s'arrêter juste avant, de manière à pouvoir arriver tôt demain matin sur la place de la cathédrale, presque vide. Et là, il est 8h15. Donc on est parmi les derniers à partir. Alors aujourd'hui, on va prendre notre temps, enfin raisonnablement, parce qu'ils ont prévu des grosses chaleurs. Et ce matin, au petit déjeuner, je discutais avec la femme de ménage, et elle me disait qu'il fallait qu'elle se presse parce que à 10h du matin, les gens commençaient à arriver. Ce qui m'a étonné, parce que j'ai dit, mais à 10h du matin, l'auberge n'est pas fermée. Il peut ouvrir sur les coups de midi, 1h. Elle m'a dit, non, les gens, il y en a qui arrivent à 10h du matin, parce qu'ils partent très tôt à cause de la chaleur. Et puis l'auberge ouvre aussi très tôt à cause de la pluie. Bon, on va rejoindre le Camino en tournant sur la droite à la sortie de la ville. Parce qu'au Pedruzzo, qui grosso modo se limite à une rue très longue, est située un peu en dehors du Camino. Voilà, on a rejoint le Camino. On va avoir droit à quelques kilomètres comme ça tranquille. Et puis au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est la capitale politique de la Galice, bien forcément, ça va s'urbaniser. Bon, encore un vendeur de timbres, enfin de timbres, de tampons qu'on met sur la crédentiale. C'était un peu la soirée des adieux hier soir, puisque l'immense majorité des gens qui étaient à l'auberge vont directement à Santiago. Et on a revu 2 Françaises qu'on croise depuis maintenant un bon moment. Et on en a rencontré une autre qu'on n'avait jamais vue auparavant, et dont l'histoire mérite d'être contée. Alors cette Française, qui doit avoir à peu près dans mes âges, une soixantaine d'années, est partie du puits, donc à pied avec son sac à dos, et puis arrivée à Cahors, elle a eu une tendinite au pied qui l'empêchait de continuer à pied. Et là, elle était confrontée à un choix, est-ce que je continue malgré tout au risque de me faire mal encore plus et puis d'en payer le prix plusieurs mois plus tard, ou est-ce que j'arrête? Eh bien, elle a choisi une autre solution. Elle m'a dit en souriant comme ça, le dimanche en France, il y a des brocantes. Eh bien, elle est allée dans une brocante à Cahors et elle a acheté un vélo hollandais. Mais le vélo de ville, avec pas autant de vitesse que les vélos qu'on voit sur le Camino, et pas du tout adapté pour faire un Camino de cette longueur-là. Je ne sais plus combien il pèse son vélo, mais il pèse très lourd. Elle a un petit peu allégé son sac à dos, et puis elle est repartie de Cahors en vélo. Ça m'impressionne quand même, parce que sa tendinite n'était pas partie, il faut quand même appuyer sur les pédales, et puis faire tout le Camino depuis Cahors
passer les Pyrénées, se taper des côtes comme ça jusqu'ici, avec un vélo pas adapté, ben bravo. Et là, à l'heure qu'il est, elle doit pas être loin de Santiago. Et elle faisait entre 30 et 60 km par jour. En tout cas, elle l'aura mérité, sa Compostela. On vient de recroiser les deux jeunes Français et leur maman qu'on avait rencontrés la première fois du côté d'El Acebo. Et ils nous ont dit que tout le monde allait à Monte do Gozo parce que tout est complet à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors on ne sait pas si tout le monde va y aller après être allé sur la place ou si tout le monde attend demain pour aller sur la place. Bon, je vous retrouve après la côte. Bien, revenons à l'ordre du Temple. L'ordre du Temple qui n'est plus, mais il reste à régler le sort de ses biens et de ses dignitaires. Ah, et on rattrape un groupe. On a pourtant pris soin de partir vachement tard. Bien, après cette longue côte, je reprends avec le sort des biens de l'ordre du Temple. La majorité des prélats sont contre le transfert des biens à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, c'est-à-dire l'ordre des hospitaliers. Quant au roi de France, moi il y en a vouloir des sous. Je vous laisse trouver la référence cinématographique. Ah bah non, elle n'est pas finie la côte en fait. Évidemment, Philippe le Bel voit d'un très mauvais œil le transfert des biens des Templiers vers les hospitaliers. Pourtant, il se fait convaincre par ses conseillers. Et c'est ainsi que le 2 mai 1312, Clément V fulmine la bulle Ad Providam, transférant les biens des Templiers à l'ordre des hospitaliers. Et nous passons à côté de l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand je dis que tous les biens des Templiers ont été transférés aux hospitaliers, ça n'est pas le cas en péninsule ibérique, où une décision reste à prendre. En Aragon, Jacques II craint que l'ordre de l'hôpital ne devienne trop puissant et lui manque de fidélité. Il a en cela été instruit par l'exemple des Templiers. Il exige donc que les forteresses des Templiers retournent à sa couronne et il exige que les biens des Templiers à Valence reviennent à l'ordre de Calatrava. La suite après les avions, parce que là ça décolle toutes les 2 minutes. Les négociations piétinent et il faut attendre la mort de Clément V pour que le roi d'Aragon trouve un compromis avec son successeur Jean XXII. C'est ainsi que les biens de la région de Valence vont à un nouvel ordre qui suit l'observance des règles de l'ordre Calatrava et que le reste des biens sont transférés à l'ordre de l'hôpital sous condition que son grand maître vienne faire hommage au roi d'Aragon.
comme les différents royaumes de la péninsule ibérique sont restés en contact, ils sont plus ou moins sur la même position. Et c'est ainsi que l'ordre de l'hôpital se retrouve Grosjean comme devant. Les biens des Templiers sont saisis, mis en vente. Une partie est transférée à l'ordre de Santiago. Au Portugal, un nouvel ordre est créé, l'ordre du Christ. Bref, l'héritage de l'ordre du Temple dans la péninsule ibérique a été dispersé aux 4 vents. Je vous épargne les détails. Parce que sinon, j'aurais jamais le temps de finir. Parce que là, on est en bout de piste de l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle. En Angleterre, la situation était un peu plus compliquée. Édouard II avait déjà affermé certaines terres appartenant au Temple, et ces terres, du coup, étaient sous le contrôle des barons. Au moment où le pape fulmine sa bulle, eh bien, les barons auraient dû rétrocéder ces terres à l'ordre de l'hôpital. Ah bah non, et puis quoi encore ? Le pape envoie des légats en Angleterre, des pots de vin sont distribués, les hospitaliers se font de plus en plus pressants pour récupérer le pognon. Ah, ils aiment bien le pognon aussi, ceux-là. Bref, au moment où les hospitaliers récupèrent les biens, plusieurs années après, eh bien, un certain nombre de domaines doivent être reconstruits, car laissés à l'abandon ou détruits par les seigneurs locaux. Dans les autres pays, la rétrocession des biens du temple à l'ordre de l'hôpital sera fonction des circonstances politiques et mettra quelquefois plusieurs années. Et si je détaille pas, c'est parce qu'on a déjà fait un peu plus de la moitié de l'étape. Bref, de manière générale, c'est l'ordre des hospitaliers qui se partage le gâteau, sauf en Espagne. Mais comme je vous le disais, l'étape est courte, on a marché plus vite que prévu. Et puis pour détailler, il faudrait que je fasse une série sur l'ordre des hospitaliers. Je suis pas sûr que tu aies envie de revenir à pied là d'où tu es parti. En fait, je pense que c'est un sac pour accrocher ses claquettes. On doit être à 1 km, 1,5 km de Lavacolla. Nous ferons une petite pause, le temps de laisser repartir les tourigrinos qu'on a rattrapés. Et ensuite, eh bien, j'aborderai le sort des membres de l'ordre du Temple et des dignitaires. Mais là encore, en résumé, parce qu'il nous restera 5 ou 6 km à faire. Ça se trouve, il se prépare pour un défilé de majorette. Pom-pom girl, enfin pom-pom boy, parce que ce sont 2 Américains. Bon, on arrive à Lavacolla. Lavacolla, où nous ferons une petite pause, second petit déjeuner. Bon, on va s'arrêter dans le coin. Mais on a eu beau partir tard, il y en a dans tous les coins. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir et il nous reste 6 km à faire. On va avoir une petite côte et puis après,
Ben, ça va être tranquille. Bon, le dernier raidillon avant Santiago, parce que même si ça va monter un peu entre Monte do Gozo et la place de la cathédrale, ça compte pas. On vient de passer devant plusieurs bornes et toutes les bornes avaient leurs plaques gravées détruites parce que il y en a qui piquent les plaques et c'était pas comme ça il y a 4 ans, je m'en souviens bien. Ça veut dire que la fréquentation de ce chemin, ou plutôt la qualité de fréquentation de ce chemin se dégrade à une vitesse ahurissante. Voilà, encore une borne avec ses indications de distance détruites. Entre ça et les autocollants qui ont fleuri partout, y compris sur les panneaux de signalisation routière comme les stops ou les scellés de passage, il serait peut-être temps de redresser la barre. Ah, peut-être une autre future majorette devant. Bien, revenons à nos Templiers et au sort des membres de l'ordre et de ses dignitaires. Le 6 mai 1312, Clément V fulmine la bulle Considerantes Dudum, et pas avec une cornemuse. Les membres de l'ordre ayant avoué ou ayant été déclarés innocents reçoivent une rente et peuvent vivre dans un monastère ou une maison de l'ordre. Par contre, tous ceux ayant nié ou s'étant rétractés se voient appliquer le droit canon dans toute sa rigueur. Et les fugitifs ont 1 an pour se présenter devant le concile provincial compétent, sinon ils sont déclarés hérétiques. Il va quand même falloir m'expliquer la logique de tout ça. Ah, et devant nous, au loin, c'est la foule. On passe devant l'immeuble de la radio et de la télévision galicienne. Clément V se réserve le sort des dignitaires, mais il faut attendre décembre 1313 qu'une commission pontificale décide de la manière dont cette affaire sera réglée. Mi-mars 1314, un concile a lieu à Paris, en présence de Philippe de Marigny, l'archevêque de Sens, dont j'ai déjà parlé il y a un petit moment, et qui n'est pas franchement favorable au temple. Et là, je suis obligé de faire plein de coups parce que y a des touririnos dans tous les coins. À croire qu'il y a un élevage. Ouais, et même un gros élevage. Bref, alors que tout le monde s'attend, les dignitaires, dont Jacques de Molay, à avoir réitéré leurs aveux, obtenus sous la torture, Jacques de Molay se rétracte. Ah, alors ça nous arrange pas. Philippe le Bel va encore me gronder. Philippe le Bel, lui, il s'en fiche un petit peu. Dès qu'il apprend la nouvelle, il fait saisir les dignitaires, le tout sans consulter qui que ce soit, pas même les clercs. Ah, ça devait être la papa mobile. Bon, je vais essayer de finir malgré la foule. Philippe le Bel a pris sa décision sans consulter personne et a fait dresser un bûcher sur l'île des Javiots, appelée aussi l'île aux Juifs. Or, l'île des Javiots ne dépend pas de la juridiction royale. Elle dépend de la juridiction des frères ermites de Saint-Augustin. Ouais, bon, vous inquiétez pas, on va juste faire un feu de camp comme si on faisait du camping sauvage. On va faire cramer 2-3 trucs, mais
On va pas foutre le feu à Paris, vous inquiétez pas. Et puis à votre abbaye non plus, de toute façon il n'y a que de la pierre. Le 11 ou 18 mars 1314, en fonction des historiens, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, le maître de Normandie, périssent sur le bûcher. C'est à cette occasion que Jacques de Molay aurait maudit Philippe le Bel et les Capétiens jusqu'à la 13e génération. Mais de cela, nous parlerons peut-être plus tard, parce que nous arrivons à Monte do Gozo. Et il doit nous rester à peu près 1 kilomètre à faire. Et la question qu'on se pose, Clémentine et moi, c'est y aura-t-il beaucoup de monde à Monte do Gozo? Voilà, face à nous, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, dans laquelle nous rentrerons demain. Et j'espère qu'il y aura suffisamment de place à l'alberguer, parce que même s'il y a 400 places, le nombre de groupes de jeunes est tel que ça ne m'étonnerait pas qu'ils se mettent tous là-bas, même si les réservations ne sont pas admises. Bon, reste à savoir dans quel bâtiment se fait l'enregistrement. On m'a dit le 29, mais il n'y a pas grand monde au 29. Je vais jeter un œil. Bon, je suis allé demander au bar qui nous a renvoyé au bâtiment 29 tout en haut. Sauf qu'a priori, c'est juste de l'autre côté. Et qu'il n'y a aucune indication. Voilà, c'est juste ici. Voilà, fin de cette étape de 15 km et demi à peu près. Là, il commence vraiment à faire chaud. Et on va attendre que l'auberge ouvre parce qu'on a 1 heure d'avance. Mais vu qu'il n'y a pas de réservation, au moins on est sur place et à l'ombre. Demain, c'est notre dernière étape avant Santiago, 4 km et demi. Et on va quand même se lever tôt et partir tôt pour arriver assez tôt sur la place de la cathédrale, en espérant que tout le monde n'ait pas eu la même idée. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.